Le centre d'écoute et de dépistage volontaire de Port-Boué a rendu public son programme de lutte contre le sida. Ce programme a permis de dépister plus de 9 260 personnes. 543 ont été déclarées séropositives. Archives et bonne gouvernance est le thème de la conférence débat organisée par les étudiants archivistes de l'école de formation à l'action culturelle. Objectif, permettre aux managers d'avoir une large visibilité sur l'importance des archives. Crise israélo-palestinienne. Après 22 jours de combat, les espoirs de paix semblent s'effacer. Les bombardements se sont intensifiés dans la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Un conseil des ministres restreint s'est tenu hier en présence du président de la République Alassane Ouattara. Il a été essentiellement question des derniers réglages effectués avant le déplacement du gouvernement ivoirien à Ouagadougou, au Burkina Faso, où se tient aujourd'hui la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous reviendrons sur cette conférence au sommet. Autre sujet, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a procédé en fin de semaine dernière à Diokwe à la pose des premières pierres de 5 commissariats du siège du Conseil régional du Guémont. Témoin pour RTI 1, Patricia Oumou Etia. Diokwe marque la première étape de la tournée du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dans le Grand Ouest. Journée de mobilisation exceptionnelle pour des projets de développement ambitieux dans le Guémont. Pose des premières pierres du siège du Conseil régional du Guémont et de 2 commissariats de police. Des actions qui annoncent la construction de 4 autres commissariats afin de lutter contre l'insécurité dans la région. Après avoir estimé que la situation sécuritaire s'est améliorée dans la région, Ahmed Bakayoko exhorte les populations de l'Ouest à se réconcilier. Quelles que soient les batailles qui vous divisent, votre peuple, la terre de vos ancêtres est au-dessus de tout. Et vous les chefs, vous avez une responsabilité de rentrer dans la case, de remuer les couilles et les glaés pour que les mains de vos ancêtres encadrent vos enfants dans la paix pour vous servir. Vous ne devez pas encourager la division. Je vous parle du fond du cœur. Je veux aider le Guémont. Donc, s'il vous plaît, soyez unis. Occasion pour les fils de la région de se donner la main. Je demande à tous les cadres de taire nos querelles intestines politiciennes et nos visions hybrides ou quoi que ce soit, je pense, pour aller à l'essentiel, celui de l'union, de la paix, de la réconciliation. Nous sommes là ensemble pour sceller non seulement le développement, mais l'unité. Et je vous assure qu'après ces conseils sages du ministre d'État, le président de la République a besoin de la tranquillité. Heureux et rassuré, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fait don de véhicules et de motos au Conseil régional du Guémont et plusieurs dons en espèces au corps préfectoral et aux populations. Initiée par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la phase d'audition des victimes des crises ivoiriennes a pris fin à Djebonois. Le temps a été jugé court par la population qui souhaite des jours supplémentaires. On en parle avec Soro Koroda. Le temps d'audition accordé aux victimes de la crise ivoirienne issues de la circonscription administrative de Djebonois par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation n'a pas suffi. L'opération n'a duré qu'une semaine. Pourtant, Djebonois, porte d'entrée de la région de Gbeke, a payé un lourd tribut dans la décennie de crise vécue par le pays. De nombreuses victimes n'ont pas pu s'y faire entendre. On dit de venir écrire les victimes de guerre là. On est arrivé depuis le début lundi. J'ai fait l'inscription à mon nom. J'ai mis le nom de ma fille. Jusqu'à présent, personne ne nous regarde. Malheureusement, on est nombreux et on prend un petit nombre de personnes par jour. Alors ce qui fait que ça ne bouge pas. Ils ont déclaré la fin aujourd'hui, alors que, comme vous le constatez, il y a encore du monde. La préoccupation de ces victimes non encore auditionnées est soutenue par le premier magistrat de la commune. Le maire souhaite avoir auprès du président de cette structure, Charles Kounambani, des jours supplémentaires pour la réussite de l'opération. Socle d'une réconciliation réussie. Vous avez vu ce monde qui est venu massivement. Malgré la bonne volonté des agents qui sont venus, ils ne peuvent pas prendre tout le monde.
Donc nous plaidons pour qu'il y ait une prolongation de la période d'audience des victimes. La phase d'audition des victimes vise à identifier, à donner la parole aux victimes en vue d'apporter des réparations. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a été créée en mars 2011 pour amener la cohésion sociale et réconcilier les Ivoiriens après les moments difficiles vécus par la Côte d'Ivoire. Nous vous le disions dans nos titres, le centre d'écoute et de dépistage volontaire de Port-Bouët a rendu public son programme de lutte contre le VIH-Sida. Ce programme a permis de dépister plus de 9 260 personnes et 543 ont été déclarées séropositives. Serge Colliard. Un objectif majeur assigné au projet Yefangama, initié par le Centre d'écoute et de dépistage volontaire à CEDV de Port-Bouët. Celui d'améliorer le bien-être des populations de la commune en leur offrant des services de prévention, de soins et de soutien dans le domaine de la lutte contre le sida. 2 ans durant, d'avril 2012 à juin 2014, a indiqué la première responsable, Mabo Larissa, les membres du Centre d'écoute et de dépistage volontaire du Port-Bouët ont investi le terrain. Résultat, des milliers de personnes ont été conseillées et dépistées avec notamment des femmes enceintes et des nourrissons. Au total, sur 9 261 personnes dépistées, 543 ont été déclarées séropositives. 16%, c'est élevé. Donc on a encore beaucoup de choses à faire parce que ce n'est pas le pourcentage de la population de Port-Bouët. Le CEDV reçoit toutes les personnes de la Côte d'Ivoire. Face à ces chiffres, le CEDV a multiplié les campagnes de sensibilisation à l'abstinence et à la fidélité. 55 167 jeunes filles et garçons de 15 à 24 ans ont été informés sur les changements de comportement et les pratiques à risque. Plus de 3000 personnes vivant avec le VIH-Sida ont bénéficié de soins et de soutien. Au final, le Centre d'écoute et de dépistage volontaire de Port-Bouët dit avoir atteint ses objectifs à 95%. Le projet Yefangama a été financé par l'USAID et le PEPFAR. Pour la 4e année consécutive, le monde entier lutte contre les hépatites virales, responsables de plus d'1 million de décès dans le monde. 5 virus sont à l'origine de cette maladie qui touche le foie et qui est très peu dépistée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a choisi de sensibiliser et d'aider au dépistage. Le thème, c'est ça l'hépatite, comprenez-la, combattez-la. Christelle Ménard. Bien qu'elle soit responsable de près d'1,4 million de décès par an dans le monde, l'hépatite virale, inflammation du foie, reste encore méconnue au point qu'on la surnomme le tueur silencieux. L'hépatite virale évolue en 2 phases. Il y a la phase aiguë et la phase chronique. Quand vous êtes infecté par le virus, au bout de 6 mois, l'organisme va éliminer spontanément le virus sans que vous ayez besoin de traitement. L'hépatite chronique, c'est la présence du virus dans le sang et dans le foie au-delà de 6 mois. Et c'est cette phase silencieuse qui est la plus dangereuse parce que le patient pense qu'il est guéri alors qu'il est contagieux. À ne pas confondre avec le paludisme ou l'ictère, ces signes peuvent faire suspecter une hépatite. Les signes ressemblent au paludisme. Ces signes sont essentiellement la fièvre, les maux de tête. Parfois, les urines peuvent changer de couleur, les yeux peuvent être jaunes, c'est ce qu'on appelle l'ictère. On a des douleurs dans les muscles et on se sent très fatigué. La journée mondiale de lutte contre les hépatites virales sert de prétexte supplémentaire pour sensibiliser et aider à la prévention contre la maladie. Appuyé par l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida initie des séances de dépistage gratuits et informe sur la maladie à travers le programme national de lutte contre les hépatites virales. Après une longue période de temps sans traitement, le foie se dégrade progressivement. L'hépatite est dangereuse. Faites-vous dépister. On la connaît sous les formes A, B, C, D et E. L'hépatite virale plus fréquente sous sa forme B concerne 13 personnes sur 100 en Côte d'Ivoire, soit plus de 2,7 millions de personnes. Comme l'hépatite C, elle est mortelle et peut évoluer dans sa phase chronique vers une cirrhose ou un cancer du foie. Transmissible comme le VIH-Sida lors de rapports sexuels non protégés et par la salive, il est important de se faire dépister, d'autant qu'il existe des traitements et un vaccin contre certaines hépatites. Attention, le vaccin ne guérit pas les porteurs chroniques d'hépatite.
Le message de prévention de lutte contre le virus d'Ebola du gouvernement interdisant la consommation de viande de brousse n'est pas suivi par tous les consommateurs de gibier. À Tia-Salé, certaines personnes continuent de consommer la viande d'agouti. Le préfet de la localité a procédé à la saisie de ces viandes de brousse dans les restaurants de Tia-Salé, de Ndoussi et de Nziano. Chantal Léaumont à Kandan. Dans la lutte contre la fièvre Ebola, le gouvernement a interdit la consommation du gibier. Mais sur le terrain, l'interdiction n'est pas bien respectée. Par contre, à Tia-Salé, Ndoussi et Nziano, le préfet du département, Jules Gwessé, mène la lutte. Différentes espèces de gibier ont été saisies dans les restaurants. Les agents des eaux et forêts ont procédé à la mise à feu de ces gibiers. Au cours de cette cérémonie, le préfet a réitéré l'interdiction de consommer la viande de brousse jusqu'à nouvel ordre dans le cadre de la prévention du virus Ebola. S'adressant aux tenancières de restaurants, Jules Gwessé leur a demandé de s'abstenir de faire des sauces à base de gibier, au risque de voir leur restaurant fermé et mieux, au risque de se voir traduit devant le tribunal. Le préfet a enfin salué et encouragé les agents des eaux et forêts qui ne ménagent aucun effort pour traquer les éventuels vendeurs et consommateurs de gibier. À la suite du préfet, Dr Eugène Kofi, directeur départemental de la santé de Tia-Salé, est revenu sur le mode de transmission du virus de l'animal à l'homme et d'homme à homme. C'est la raison pour laquelle Dr Eugène Kofi a insisté sur le strict respect de l'interdiction de consommer du gibier. Selon lui, c'est plus une question de santé publique. Par ailleurs, il a indiqué que la lutte contre le virus Ebola est aussi une lutte pour le développement économique. L'organisation humanitaire ASAPSU a remis des kits d'installation et des attestations de fin de formation à la promotion 2013-2014 du Centre de formation professionnelle de Tabou. Objectif, assurer l'insertion sociale des jeunes déscolarisés. Honorine Agnégoré. Ce sont au total 224 apprenants de la promotion 2013-2014 du Centre de formation professionnelle de Tabou qui ont reçu des attestations de fin de formation. Une quarantaine parmi ces apprenants, au vu de leur assiduité et de leur travail, ont reçu de l'organisation humanitaire ASAPSU des kits d'installation. Ces kits sont composés de machines à coudre, de casques de coiffure, de matériel de maçonnerie et de menuiserie. La formation entièrement assurée par ASAPSU a bénéficié de l'appui financier du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, HCR. Elle a porté sur la couture, la coiffure, la maçonnerie, la menuiserie, la gestion coopérative, l'informatique et l'anglais. L'idée, c'était de donner l'opportunité à des jeunes pour l'auto-emploi. Et donc, les kits remis ces jours vont dans le sens de faire en sorte que les jeunes à Tabou soient des jeunes actifs. Le centre de formation professionnelle de Tabou a été construit en 1995 par le HCR. La formation y est assurée par 15 formateurs qui enseignent des modules dans une vingtaine de classes pédagogiques. Deuxième grand titre de cette édition, les étudiants en Master 1 à Archives de l'école de formation à l'action culturelle ont organisé une conférence débat sur le thème Archives et bonne gouvernance. Objectif, permettre aux managers d'avoir une large visibilité sur l'importance de la gestion des archives au sein des administrations afin que les managers aient le courage de recruter les archivistes ou conservateurs dans leurs différentes entreprises. Abou Sanogo. Les archives sont créées par des personnes, des entreprises comme documentation à des fins de mémoire. Malheureusement, cette science qui apparaît comme une discipline est peu connue. C'est donc pour donner une large visibilité au métier des archivistes afin que ceux-ci aient une place de choix au sein des administrations que ces étudiants en Master 1 archivistique de l'école de formation à l'action culturelle ont organisé cette conférence débat. Le rôle des archives, c'est d'assurer la traçabilité de l'information documentaire. Comme on le dit, les archives sont le pain quotidien de l'administration. C'est les documents produits tous les jours pour le fonctionnement de l'entreprise, par des dossiers, par la constitution des affaires. Quand ces archives sont bien organisées, le document dont on a besoin
il est mis à la disposition de ceux qui en ont besoin. Et cela fait gagner du temps. Donc ça, c'est une notion fondamentale de la bonne gestion des archives. Pour le conférencier Venance Gouroubaï, une entreprise qui ne gère pas sa documentation risque la perte d'un procès en cas de litige, une dégradation de son image si des documents confidentiels sont diffusés de façon accidentelle. Venance Gouroubaï a donc invité les étudiants et managers d'entreprise à s'approprier le métier d'archiviste qui apparaît comme un miroir du passé, un patrimoine culturel et une mémoire collective. Autre information, la communauté musulmane a célébré hier la fin du mois du Ramadan. Cette fête de l'Aïd el-Fitr a été marquée par des prières et des bénédictions dans plusieurs mosquées du pays. Revenons sur cette célébration à Divo, à Azopé et au Plateau, et c'est avec Kwasi Mamadou. Après 30 jours de jeûne et de pénitence, une prière de 2 rakats en signe de remerciement à Allah d'avoir permis la réalisation de ce mois béni. Selon El Hadj Mohamed Kone, imam central de la mosquée du lac d'Azopé, l'Aïd el-Fitr est un moment de renaissance pour le fidèle musulman, ce qui exige un changement de comportement, chose qui lui permettra d'avoir la satisfaction d'Allah. Le guide religieux a ensuite exhorté ses fidèles à contribuer au processus de réconciliation nationale et au renforcement de la cohésion sociale. Propos soutenus par le secrétaire général de la préfecture d'Azopé qui a demandé aux fidèles musulmans d'être des ambassadeurs de la paix pour la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette prière, la communauté musulmane avait à ses côtés le curé de la paroisse Saint-Charles Borromée d'Azopé. Tous ensemble ont adressé les prières vers le Seigneur pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Après 30 jours de pénitence et de partage, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan. Mosquées et autres lieux de prière sont pris d'assaut dès les premières heures de la journée. C'est le lieu de dire merci au Tout-Puissant pour son aide le long de ce mois de juin. À la mosquée Vakamori Doumbia d'Abobo PK18, l'imam Sissé Abdul Wahab exhorte les fidèles au pardon, la charité et à l'amour du prochain conformément aux recommandations du prophète Mahomet. Paix, partage et piété également, les maîtres mots du serment de l'imam Kone Souleymane de la mosquée Fatoumata Zahara, où les fidèles musulmans étaient aussi en grand nombre ce jour de fête. Après un mois d'abstinence, une autre étape s'annonce pour ceux qui le peuvent au lendemain de l'Aïd el-Fitr, 6 autres jours de jeûne qui équivalent à 1 an d'adoration. Une prière de 2 rakats rythmée par des takbirats et des sourates pour marquer la fin des 30 jours de jeûne et de pénitence. La célébration de l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour les fidèles musulmans de la commune de Divo d'implorer Allah pour son assistance dans le développement de la Côte d'Ivoire en général et de la région de l'Odjibo en particulier. L'imam Aboubakar Magania, au cours de son sermon, a exhorté les fidèles musulmans à demeurer dans cette ferveur religieuse qui a prévalu durant ce mois de Ramadan. Propos repris par les guides spirituels qui ont demandé aux musulmans de maintenir les acquis de ce mois béni. Venu soutenir la communauté musulmane à cette occasion, le préfet de région a invité ses administrés au renforcement de la cohésion sociale. Après la prière, place à des moments de visite dans les familles, comme le recommande le prophète de l'islam, car l'Aïd el-Fitr est également une occasion de partage et de communion. À l'image des musulmans du monde entier, les fidèles de la grande mosquée du Plateau ont respecté la tradition, celle des 2 rakats, marquant la fin des 30 jours de privation et de pénitence. Au cours du sermon, l'imam Sissé Kigba Abdallah a interpellé les fidèles musulmans sur leur rôle pour l'édification de la nation ivoirienne. Le guide spirituel a souhaité voir sa communauté participer véritablement au développement de la Côte d'Ivoire et surtout au processus de réconciliation nationale. Des vœux chers au président de la République et à son gouvernement. Cette prière de l'Aïd el-Fitr à la mosquée Rama du Plateau a permis aux diplomates et aux membres du gouvernement présents, ainsi que les autres fidèles musulmans, de prier Allah pour la paix en Côte d'Ivoire, au Mali, en Palestine et surtout dans le monde entier. Après l'Aïd el-Fitr, rendez-vous dans son 10 jours pour l'Aïd el-Kébir, sur la fête de la Tabaski. En plus des prières d'Azopé, de Divo et du Plateau, il y a eu les prières d'Abobo et d'Adjamé. Un an après son installation, le conseil régional du Tonkui fait le bilan de ses activités. Plusieurs projets ont été réalisés au profit des populations, entre autres construction d'écoles et réhabilitation de routes. Thérèse Tapeyoboué. 2 collèges construits et équipés dans les sous-préfectures de Gbangbe-Guiné et de Podia-Guiné, plusieurs écoles réhabilitées,
3000 tables-bancs offerts aux inspections primaires de la région, plus de 130 km de routes en cours de réhabilitation pour désenclaver les chefs-lieux de sous-préfecture, sans oublier l'électrification des villages et la construction de centres de santé, sont autant de réalisations à mettre à l'actif du conseil régional du Tonkpi. Ce que nous sommes en train de faire ici est gigantesque, vous l'avez constaté, mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Nous pensons que nous devons faire mieux que ça. Et nous promettons à la population que l'année prochaine, nous nous mettrons davantage au travail pour faire mieux que ce qui a été présenté aujourd'hui. Toutes ces réalisations ont été présentées à la population au cours de la deuxième réunion de l'année 2014 du Conseil. Au-delà des résultats présentés, d'autres défis attendent le Conseil qui entend dans les prochains mois intensifier les travaux au profit des populations de la région du Tonkpi. Le positionnement de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest en matière de postes et les acteurs du secteur va être renforcé. Le pays avait été désigné pour abriter le siège de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est désormais officiel. Le ministre des Postes et des Technologies de l'Information et de la Communication, Kone Nabanye, était au Nigeria où il a signé des accords de siège au nord de la Côte d'Ivoire. Ouattara l'incident. L'accord de siège de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, achève la formalité de mise en place de l'organisation créée en avril 2012 à Grand-Bassam en lieu et place de la conférence des postes de l'Afrique de l'Ouest, CPAO. Il a été signé par Nouroudine Mohamed, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, et Bruno Kone, ministre ivoirien de la Poste et des TIC, en présence du commissaire de la CEDEAO en charge des télécommunications et des technologies de l'information. On a beaucoup de défis ici dans la région de la CEDEAO, donc il faut qu'on travaille ensemble. Et je tiens à dire que la Côte d'Ivoire est un bon exemple, surtout dans les domaines de l'harmonisation des politiques, des technologies d'information et de communication et de la poste. Au nom des ministres des 15 États membres de la CPAO, le ministre ivoirien Bruno Kone a rappelé le rôle essentiel du secteur postal. Il est même obligatoire d'avoir une collaboration entre toutes les postes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Et donc, il se justifie parfaitement que dans notre région, nous ayons besoin de collaborer entre nous. Mais déjà, il y a des actions concrètes qui ont été mises en œuvre, notamment l'acheminement du courrier par voie terrestre entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire occupe une place de choix au sein de la CPAO. La conférence des ministres et le conseil d'administration sont respectivement présidés par Bruno Kone et Mamadou Konaté, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Le secrétariat exécutif est quant à lui assuré par l'Ivoirien Louis-Blaise Akabrou. La Côte d'Ivoire abritera d'ailleurs la conférence stratégique de l'UPU les 14 et 15 octobre 2014. La Libye s'enfonce dans le chaos depuis le 13 juillet avec des combats entre miliciens. Au moins 38 personnes, dont une majorité de soldats, ont déjà perdu la vie. Compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire, les Occidentaux demandent à leurs ressortissants de quitter la Libye. La situation se dégrade en Libye. Benghazi est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les groupes islamistes. En 24 heures, au moins 38 personnes, des soldats pour la plupart, ont été tués. Mais surtout à Tripoli, la capitale, les combats se poursuivent entre milices rivales autour de l'aéroport et dans les quartiers sud. Cette escalade de la violence a poussé de nombreuses capitales occidentales comme la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne à appeler leurs ressortissants à quitter la Libye. Certains pays comme l'Italie et Malte ont même affrété des avions. Cette crise a causé la confusion. De nombreux étrangers sont partis, y compris des personnels d'ambassade qui ont quitté le pays par l'aéroport. Les États-Unis, dont l'ambassade est située non loin de l'aéroport, ont évacué leur personnel diplomatique par la route vers la Tunisie. Depuis le début des combats, le 13 juillet dernier, entre milices rivales, ce sont 97 personnes qui ont été tuées. Au premier jour de la fête musulmane de l'Aïd, qui marque la fin du Ramadan, des explosions sont toujours entendues dans la capitale. Selon des témoins, des roquettes auraient même atterri à proximité d'un immense réservoir de carburant, provoquant un incendie. Les pompiers ne sont pas encore parvenus à éteindre le feu.
Le procès des Congolais accusés d'avoir préparé un complot visant à assassiner le président Joseph Kabila a été ajourné pour 7 jours par un tribunal de Pretoria. L'un des accusés ayant pris un nouvel avocat la semaine dernière. Il a donc besoin d'une semaine pour prendre connaissance du dossier pour préparer sa défense. Dans la salle des pas perdus du tribunal de Pretoria, quelques dizaines de Congolais sont venus supporter des proches. 20 compatriotes accusés par les autorités sud-africaines d'avoir voulu assassiner le président Joseph Kabila et quelques dignitaires de RDC. La liste a été découverte dans l'ordinateur d'un des accusés. Le réseau est tombé en février 2013, la liberté conditionnelle refusée et le procès renvoyé une première fois. Face au juge, certains sont enchaînés, tous dénonce une machination. De ma part, je sais que c'est le problème de Zuma et Kabila. Je sais, parce que ce sont des amis. Il fait ça pour faire souffrir les Congolais qui sont à l'étranger. Comme nous, les réfugiés, on n'aime pas Kabila. C'est pour ça qu'il a fait ça. Ce sont des Congolais, des réfugiés qui vivent ici dans des conditions des fois misérables. Ils n'ont aucun moyen de se procurer ni des fusils, ni de monter un coup d'État. C'est une histoire montée par les services de renseignement sud-africains de connivence avec les pouvoirs de Kinshasa. Devant des officiels envoyés par Kinshasa, la défense a réclamé des examens médicaux pour certains prévenus qui se plaignent de mauvais traitements et a déposé un appel pour vice de procédure, une stratégie pour tenter d'annuler l'accusation. Une nouvelle fois, le procès a été reporté à lundi prochain. Un nouveau répit pour les prévenus qui sont repartis sous haute surveillance. Transférés depuis Bamako, les boîtes noires du vol Air Algérie à H57 sont arrivées en France hier lundi. Les données sont désormais en cours d'exploitation par le bureau d'enquête et d'analyse en étroite collaboration avec le Mali qui dirige l'enquête. Les données contenues dans ces enregistreurs sont primordiales pour déterminer les causes de l'accident, mais leur analyse dépend de leur état de conservation et l'un d'entre eux est endommagé. En Ukraine, il est difficile pour les experts internationaux de se rendre sur les lieux du crash de la Malaysia Airlines. La raison, les combats entre les forces de Kiev et les rebelles pro-russes. Les combats dans l'est de l'Ukraine empêchent toujours les enquêteurs d'accéder au site du crash de l'avion MH17. Des policiers néerlandais et australiens ont tenté lundi en vain de rejoindre le lieu du drame. Ils avaient déjà dû y renoncer dimanche en raison des combats qui se déroulent dans les environs de Donetsk. Une zone que l'armée ukrainienne tente de reprendre aux séparatistes pro-russes. Les conditions de sécurité sur le site du crash et sur la route qui doit nous y conduire ne sont pas assurées. Nous avons pris la décision de ne pas nous y déployer aujourd'hui encore. Nous avons des informations comme quoi les combats se poursuivent dans la zone. 11 jours après le drame, des fragments de corps sont toujours éparpillés sur le site, même si de nombreux corps ont déjà été emmenés aux Pays-Bas. Les observateurs des Nations Unies veulent maintenant pouvoir accéder au site pour mener une enquête rapide et minutieuse avant que les preuves ne disparaissent définitivement. Le haut-commissaire a indiqué que cet acte pourrait être assimilé à un crime de guerre. C'est pourquoi une enquête urgente, complète, indépendante, impartiale et efficace est absolument nécessaire. Les diplomaties russes et européennes s'activent pour éteindre un conflit qui menace de déraper sur une grave crise internationale. Le Premier ministre hollandais, Mark Rutte, vient de renoncer à envoyer des forces militaires pour sécuriser le site, de peur d'être pris dans l'engrenage de la guerre. Crise israélo-palestinienne. Après 22 jours de combat, les espoirs de paix semblent s'effacer. Les attaques aériennes se sont intensifiées dans la bande de Gaza. Les bombardements ont fait au moins 28 morts côté palestinien. Côté israélien, 10 soldats sont morts dans des fusillades avec le Hamas. Israël se prépare à une campagne longue pour démilitariser totalement, selon les autorités, la bande de Gaza. La 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tient
Les 30 et 31 juillet à Ouagadougou, la capitale burkinabé, sous la présidence des présidents Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, en prélude à cette importante rencontre, les experts de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso se sont retrouvés les 27 et 28 juillet pour faire le point. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin justement de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.